Le journal de 8h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La violence du quotidien ne doit pas être tue ni banalisée. C'est pour cette raison qu'un père de famille décide de sortir du silence sur Europe 1. Fin juillet, lui et sa fille se sont fait rouer de coups à la gare de Meulan en Yvelines, en région parisienne. Les agresseurs, un couple en tenue islamique, auraient reproché à la jeune femme de porter une tenue trop courte. Jean-Baptiste Marty. En ce dimanche après-midi, Laurent accompagne sa fille sur le quai de la gare. Elle porte un short court, tenue d'usage pour l'événement où elle se rend, un concert de K-pop de la musique sud-coréenne au Stade de France. Il y a des gens qui sont passés en face de nous, un homme et une femme. Le mec, sacré gabarit, un bon 1m85 facile. Et puis sa femme qui portait un voile entier, noir. La dame, elle tourne la tête vers nous, elle parle à son mari ou son copain, je sais pas. Et là, il nous insulte. Il insulte ma fille. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Je vais niquer ta mère la pute. Espèce de salope. La situation dégénère et les coups pleuvent. Je me suis retrouvé par terre, beaucoup de coups de pied. Dans la tête, dans le dos, partout, dans les fesses et la cuisse. Ce papa perd connaissance sous les yeux de sa fille qui, elle, est rouée de coups par la femme Angelaba. La jeune femme est ensuite forcée d'aller retirer 140 € à un distributeur. Bilan, 10 jours d'incapacité de travail pour le père, 9 points de suture et 27 jours d'arrêt pour sa fille. Aujourd'hui, Laurent s'interroge sur ce déchaînement de violence. Cette tenue, c'est une tenue normale. Normale dans un monde normal, dans un monde, nous sommes en démocratie. La démocratie, on l'accepte, c'est tout. Sinon, on va ailleurs. Les deux agresseurs présumés placés en détention provisoire seront jugés le 23 septembre. L'homme avait déjà été condamné pour violence ayant entraîné une infirmité permanente. Document européen exceptionnel signé Jean-Baptiste Marty. Le narcotrafic est une menace existentielle. Les mots du directeur de l'Office anti-stupéfiants invité d'Europe 1 matin. Après la publication d'un rapport sur l'état de la menace liée au trafic de drogue en France, document de 62 pages qui nous apprend notamment qu'il n'existe pas de zone blanche dans notre pays en matière de point de deal. Concernant la consommation de cocaïne en forte augmentation, l'OFAST n'hésite pas à parler d'un tsunami blanc. C'est une préoccupation récurrente des vacanciers. La crainte d'être victime de cambriolage. L'été constitue bien sûr une période sensible. Alors pour limiter les risques, on s'organise parfois entre voisins. À Tournefeuille, près de Toulouse, des riverains surveillent les maisons alentours en l'absence des propriétaires. Le reportage européen de Charles Huillier. Dans cette banlieue cossue, le nombre de cambriolages avait baissé en début d'année, mais une récente reprise est observée depuis cet été. La maison de Carole a été visitée lorsqu'elle était en voyage. On avait laissé les 2 voitures à la maison. Les clés, elles étaient dans la maison. Ils ont trouvé les clés. Ils sont partis avec la voiture. On l'a retrouvée quelques jours après dans un champ, là au milieu de nulle part. Alors pour se protéger ses voisins, Gilbert, qui vit dans la même rue, s'équipe. Là, je change 2 caméras pour qu'elles soient plus performantes. Et là, je vais la mettre là pour surveiller les véhicules. Gilbert qui n'hésite pas à patrouiller si besoin. Quand je vois une voiture qui n'est pas claire, je pars avec les véhicules, je surveille, je regarde, je relève les images, surveiller, patrouiller, regarder ce qui n'est pas normal. Il y a une insécurité monstre. Insécurité grandissante, même si pour l'instant, aucun vol avec violence n'a été commis ici. Mais ce n'est qu'une question de temps, craint Véronique. Les cambriolages se font même quand les gens sont dans la maison. Donc, c'est pas exclu qu'ils viennent nous tabasser à la maison. On a peur de l'ultra-violence, bien sûr, parce que ça va crescendo. Pour éviter cette escalade ici, la mairie a réagi. 80 caméras de vidéosurveillance ont été installées et le nombre de policiers municipaux a été doublé. Tournefeuille, Charles Lhuillier, Europe 1. C'est l'une des priorités affichées par Bruno Retailleau depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur, l'expulsion des étrangers radicalisés. Un élément clé de la lutte antiterroriste. On se souvient que des attaques récentes, comme celle de Mulhouse en février dernier, ont été commises par des ressortissants étrangers. Jacques Serret, vous avez pu consulter pour Europe 1 le bilan de ces éloignements depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier, 64 étrangers radicalisés ont été contraints de quitter la France, 9 rien qu'au mois de juillet. Des expulsions effectives, ciblées et assumées. Pour le ministère de l'Intérieur, c'est une priorité absolue. Bruno Retailleau en fait un marqueur politique. Il suit de près ces renvois avec un décompte chaque semaine sur son bureau. Les préfets sont personnellement responsabilisés, indique un conseiller. Et dans les Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère applique la consigne à la lettre. L'ancien directeur de cabinet de Gérald Darmanin à Beauvau a signé au mois de juillet, en un mois, 4 expulsions de profils hautement sensibles. Parmi eux, un Tunisien, ancien combattant de Daesh, suspecté de préparer une action violente sur notre sol, ou encore un Syrien fiché pour visionnage de vidéos de l'État islamique. Une logique de fermeté dans un contexte de menaces persistantes. 9 attentats ont été déjoués en 2024, dont 3 visaient les Jeux Olympiques. L'an dernier, 142 expulsions de ce type avaient été réalisées.
Jacques Serret, le nouvel accord franco-britannique sur l'immigration entre en vigueur aujourd'hui. Ce texte signé début juillet lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni prévoit l'expérimentation d'un échange inédit de migrants. Paris s'est engagé à reprendre des clandestins qui ont tenté de traverser la Manche en small boat. En contrepartie, Londres doit accepter un nombre similaire de demandes de titres de séjour effectuées par des migrants présents dans l'Hexagone. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur la question des otages israéliens retenus depuis 22 mois par le Hamas. Quelques jours après la publication de vidéos effroyables montrant 2 captifs très affaiblis. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va réunir son cabinet de guerre dans les prochaines heures. Gaza où Israël réautorise à l'instant l'entrée partielle de marchandises privées. Il est 8h07, vous écoutez Europe 1 matin. Un an après avoir frôlé la faillite, l'incroyable renaissance de Duralex. La célèbre entreprise de verrerie est désormais une SCOP, c'est-à-dire une coopérative dirigée par les employés. Et c'est un petit miracle, les résultats sont bons. L'optimisme règne sur le site historique de la chapelle Saint-Mémin dans le Loiret, Mathieu Prior. Oui, l'objectif de l'année devrait être atteint. Le chiffre d'affaires va dépasser les 32 millions d'euros selon l'entreprise. Le fruit d'une organisation minutieusement travaillée selon Vincent Valin, le délégué de la stratégie et du développement chez Duralex. Le projet de relance par le commerce est là. Le marketing commençait son travail de repositionnement de la marque et de travail sur une offre plus adaptée aux attentes des clients et des canaux de distribution. Même si les résultats sont bons, l'entreprise a besoin de trouver plusieurs millions d'euros pour répondre aux réglementations énergétiques et moderniser les machines de fabrication, mais les employés peuvent compter sur la clientèle française. Lors de la reprise de l'entreprise, le site internet était saturé de commandes, un effet patriote, dit Vincent Valin. Il y a une prise de conscience en se disant on fait de la vaisselle sympa en France et on peut se la procurer et plus que d'acheter des produits sans forcément connaître leur provenance, etc. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là et souhaite se développer sur le marché asiatique. Mathieu Prior. Après avoir fait condamner Airbnb un peu plus tôt cette année, l'île d'Oléron remporte une nouvelle victoire contre un géant de la location saisonnière. Le Bon Coin vient en effet d'être condamné à verser plus de 400 000 euros à la communauté de communes. La raison, Guillaume Dreschler, des manquements en matière de versement de la taxe de séjour. 410 000 euros, c'est le montant que la plateforme Le Bon Coin a été condamnée à verser à la communauté de communes de l'île d'Oléron. La justice a relevé des irrégularités sur 384 séjours réservés entre 2020 et 2022 via la plateforme. Une victoire pour Michel Parent, le président de la collectivité et maire de Château d'Oléron. C'est une vraie satisfaction parce qu'il y avait un manque à gagner important sur la taxe de séjour. On en avait besoin pour soutenir la politique touristique. La gestion des offices du tourisme nous coûte 1 400 000 euros par an, donc c'est l'essentiel de la taxe de séjour. On en avait besoin, autrement, on aurait dû fermer les offices du tourisme et licencier les personnels. Une sanction pour des manquements sur la collecte des taxes de séjour et sur l'obligation de reversement à la collectivité. La plateforme a invoqué devant les juges le droit à l'erreur, une défense rejetée, et ce n'est pas la première fois que la justice donne raison à l'intercommunalité oléronaise. En avril dernier, Airbnb a aussi été condamné en appel. Le montant de l'amende, plus de 8,5 millions d'euros pour les mêmes raisons. Et une autre plainte a été déposée par la communauté de communes de l'île d'Oléron contre Booking, autre géant de la location entre particuliers. Guillaume Dreschler, l'un des correspondants d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine. Avant de partir en vacances, vous avez peut-être déposé les enfants chez papy et mamie. Et sachez que c'est un sport national. 30% des enfants sont gardés par leurs grands-parents durant les vacances. C'est plus que chez nos voisins européens. En tout cas, c'est un bon plan parce que les solutions de garde sont souvent très coûteuses, surtout en août. Illustration à Toulouse avec la correspondante d'Europe 1, Margot Bongrand. Autour de ce manège au jardin des plantes de Toulouse, ce sont en majorité des grands-parents qui attendent les enfants sur les bancs. Chantal s'occupe de ses 3 petits-enfants plusieurs semaines chaque été. C'est essentiellement pour en profiter un peu et soulager les enfants. Les modes de garde l'été sont pas faciles et ils travaillent les deux, donc forcément. Les grands-parents s'y collent, mais les autres grands-parents aussi, on fait un tour de rôle. Faire garder les enfants par les grands-parents, c'est moins cher et plus pratique, explique Jean-Marie, père de 2 garçons. Ils les connaissent bien, les enfants sont assez à l'aise, nous on n'a pas de difficultés. On sait que les activités vont être variées, que les grands-parents pourront être vraiment focalisés, ce qui n'est pas forcément le cas dans les colonies de vacances, etc. On est gagnant aussi financièrement, c'est vrai que c'est un peu la solution de facilité. Mais pour les grands-parents et les enfants, c'est surtout du plaisir. C'est super, ça nous rappelle quelques années en arrière avec nos enfants. Ça nous fait plaisir tout en rendant service, donc on joint l'utile à l'agréable. Puis ils sont heureux aussi d'habiter chez les grands-parents. Ça change de cadre parce qu'on a une maison à la campagne, donc il y a une transmission et eux ils sont contents parce qu'ils découvrent un environnement qu'ils ne connaissent pas du tout.
Tout ça demande de l'énergie. Selon l'Observatoire des seniors, 6 grands-parents sur 10 se disent fatigués durant plusieurs jours après la gare de Toulouse. Margot Bongrand, Europe 1. Encore des alertes aux feux de forêt dans le sud de la France. L'Aude placée en alerte rouge. Jusqu'à 35 degrés attendus dans le département et des vents à plus de 60 km/h. 9 autres départements sont en alerte orange. Et puis en hommage ce matin à une grande voix du cinéma. Je ne serai jamais votre allié. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Vous avez reconnu évidemment ce dialogue mythique entre Dark Vador et Luke Skywalker dans Star Wars. Et bien la voix française de l'acteur Mark Hamill, celui qui joue Luke Skywalker, Dominique Collignon-Morin, est décédé hier à l'âge de 76 ans. Le comédien, par ailleurs beau-frère de Patrick Devers, avait prêté sa voix à d'autres monuments du cinéma comme Dustin Hoffman, Nicolas Cage ou encore John Travolta. Allez, jeune Padawan, que la force soit avec vous. On vous retrouve pour le rappel des titres à 8h40. Merci Maëlle Hassani.